avec nos débatteurs qui sont toujours là avec nous, Jean-Luc Benabiach de la SADAD, Jérôme Dubus et Frédéric Fougera. On continue sur les coups de gueule, les coups de cœur. On poursuit avec vous, Frédéric Fougera. On va commencer avec votre coup de gueule contre le sadomasochisme des fausses informations. C'est quoi ça ? Ah oui, ça demande des explications. Alors je vais faire les questions et les réponses. C'est un coup de gueule en fait pour ceux qui se délectent des fausses informations. Selon le Parisien, qui utilise les chiffres d'un site qui s'appelle Trafic Index, le Parisien prétend que ces derniers jours, Paris aurait été la ville la plus embouteillée au monde. Alors c'est probablement, je dis probablement par précaution et par honnêteté plutôt que d'affirmer, c'est probablement impossible. Moi je dis c'est faux. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'embouteillage à Paris, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que les mobilités ne sont pas devenues infernales. Au passage, je déteste ce mot mobilité. Je ne dis pas que se déplacer dans Paris, ville maintenant un peu déconstruite, n'est pas devenu un enfer même pour un piéton. Je ne dis pas non plus que les cyclistes sont respectueux ou adorables, on en est loin. Je dis juste que par exemple, qui a circulé à Jakarta, qui se trouve en 28e position de ce classement, c'est quand même assez surprenant, où des milliers d'autostoppeurs tous les jours lèvent la main pour se faire prendre par les automobilistes et se font payer pour monter dans les voitures, oui. Parce que sinon les automobilistes payent des amendes s'ils sont seuls, et donc si vous faites du covoiturage, vous ne payez pas d'amende. Vivre et circuler à Jakarta, par exemple, c'est infernal, donc quel rapport avec Paris? On en est très très loin. La ville de Kinshasa, par exemple, la capitale de la RDC, n'est même pas dans ce classement. Est-ce que vous savez combien il y a d'habitants à Kinshasa? Je vous laisse pas répondre parce que la question elle est piège. Est-ce qu'il y en a 17, 18, 19, 20, 25? En réalité, à plusieurs millions près, on ne le sait même pas. Ce qu'on sait, c'est quand on est dans le centre-ville de Jakarta et qu'on doit prendre un avion, il faut partir 3 ou 5 heures avant pour être certain de ne pas louper son vol. Donc rien à voir avec Paris. Donc voilà, certains se délectent à diffuser ce type d'informations. Je pense que Paris est suffisamment abîmé et dégradé, on n'a pas besoin d'en rajouter. Oui, c'est l'enfer de vivre à Paris. Sortir que Paris serait la ville la plus embouteillée du monde, c'est limite ridicule, quoi. Jérôme Dubus ? Oui, je partage un peu ce qui a été dit. En réalité, les mobilités se sont dégradées à Paris, ça on le sait. Contrairement à ce que dit la maire de Paris actuellement, on voit bien que toutes les mobilités se dégradent, y compris les mobilités douces, alors qu'elle en avait fait un des objectifs majeurs de son mandat. On voit bien que les circulations en vélo sont très compliquées. On voit bien que les nouvelles pistes cyclables ne sont pas très bien étudiées. Il y a beaucoup d'accidents en vélo aussi. Les piétons sont en difficulté. Donc il n'y a pas que le problème de la voiture. Même les circulations douces sont très difficiles à Paris. Alors oui, je partage, c'est pas du tout la ville la plus embouteillée. Moi, je reviens de Hanoï, c'est catastrophique. Au Caire, je ne vous en parle pas. Bref, peut-être que dans les villes comparables, les villes européennes. Mais c'est le cas de cet index, et les villes de plus de 500 000 habitants, ce sont même pas les capitales. Alors c'est les villes mondiales. Moi, je parle de l'Europe. Peut-être que effectivement Paris est peut-être la plus embouteillée. Rome a réglé son problème quasiment. J'ai été très surpris. En interdisant les voitures. Voilà, en interdisant les voitures, ce qui est une solution. Londres, ça fonctionne plutôt pas mal. Plutôt mieux. Même chose, Paris. oui, tout à fait. Athènes, qui était un enfer absolu, c'est devenu mieux. Voilà, donc après, quelle est la solution? Il faut l'étudier, mais en tout cas, Paris est sûrement une ville où les mobilités se sont dégradées. Voilà. Jean-Luc Benabiach, sans faire de polémique politicienne. Je circule pas mal dans nos différentes villes qu'on appelle la province, notamment à Marseille, ils vont pas apprécier. Je pense à Bordeaux, je pense à Toulouse, je pense à Montpellier, et je pourrais en citer pas mal, où la circulation automobile est très compliquée. La mise en place de circulation douce est effectivement complexe. Il faut que chacun apprenne à vivre avec. Moi, je trouve que, alors à Paris de manière assez régulière, la place du vélo maintenant, les vélos ont intérêt à faire attention aux piétons, tu as raison Jérôme. Ça, c'est un vrai souci, mais pour le clairement, coup. je pense pas que Paris soit spécifique par rapport aux autres villes, et notamment par rapport aux travaux. Toutes les villes de France sont en travaux, pour des raisons diverses d'ailleurs, par rapport à la remise en place de ce système de gestion de l'eau, par rapport à la gestion, évidemment, de tout ce qui est réseau informatique et autres. On est en travaux, par rapport à la mise en place de circulation douce, par rapport à la mise en place de transport collectif. Je connais un certain nombre de villes, notamment en France, qui sont dans à peu près le même état que Paris par rapport à toute cette remise en œuvre de différentes remises en œuvre par rapport
la place des piétons, des cyclistes, de la circulation douce, de l'interdiction des voitures dans le centre-ville. Je ne pense pas que Paris soit très spécifique. On a la question aussi des conduites de gaz aussi. On sait qu'il y a une accélération des travaux depuis ce qui s'est passé notamment rue de Trévise. Les réseaux de chaleur. Question de l'eau aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Jonas Haddad, vous voulez réagir à ce sujet aussi ? Oui, moi je suis très étonné de ce relativisme global, parce que vous savez, autant vous l'avez dit, lorsqu'on va dans d'autres villes, on voit que c'est autant embouteillé, même peut-être plus. En revanche, on voit dès l'arrivée à l'aéroport la tension qui existe dans cette ville, et à chaque fois que les gens reviennent, ils se prennent une forme de choc. Et Monsieur Benamias, vous comparez ça à d'autres villes de province. La seule différence entre la France et les autres pays, c'est que notre économie est extrêmement centralisée. Et comme je l'ai dit dans des vidéos qui ont fait des millions de vues sur les réseaux sociaux, Paris, ce n'est pas simplement la capitale de gens qui veulent jouir en terrasse, de boire des bières éco-responsables. Paris, c'est la capitale très centralisée d'un pays qui est extrêmement centralisé. Et lorsque vous embolisez pour le plaisir et le bonheur de quelques cyclistes une capitale économique d'un pays qui est extrêmement centralisé, c'est l'intégralité du pays que vous ralentissez. Quand par exemple Madame Hidalgo envisage de mettre le périphérique à 50 km/h, elle recrée... Ce qui n'est pas fait. Oui, mais elle le veut. Oui, elle le veut. Après, la préfecture de la même façon, de la même façon qu'elle va contre la justice qui a tranché par 2 fois sur la piétonisation du Trocadéro. Et donc, en fait, le fait d'imposer de façon militaire quasiment, c'est vu, elle l'a fait d'ailleurs à l'occasion du Covid, en valorisant le moche, parce que qu'il y ait des travaux, ok, mais qu'il y ait des travaux avec des plots jaunes, on n'est pas obligé d'infliger dans la plus belle ville du monde le moche au vu et au sud de tout le monde. Donc ce que je dis, c'est que dans une ville qui est extrêmement centralisée, qui est très touristique, l'attractivité, la capacité de fluidité de cette ville n'est pas la même que si vous étiez à Bordeaux, et ça personne ne peut le nier. Oui, mais c'est à peu près la même chose dans les autres capitales. Alors c'est peut-être un peu moins centralisé, mais si vous voulez, ça se passe plutôt mieux, parce que j'entends bien ce que dit Jean-Luc, mais par rapport aux annonces qui nous avaient été faites par Madame Hidalgo, c'est le jour et la nuit. On devait mieux circuler, les protections, il y a une charte de l'organisation de la rue à Paris qui a été votée, elle n'est pas appliquée. Donc par rapport à tout ce qui avait été prévu et tout ce qui avait été annoncé, on est passé du paradis à l'enfer. C'est à peu près ça ce qui se passe. Même au niveau de la qualité de l'air. Donc par rapport à ce qu'il faut, par rapport au jugement qu'on peut avoir, il faut se souvenir des déclarations qui ont été faites. Et là, c'est le jour et la nuit. On va avancer un petit peu, messieurs, sur vos coups de gueule et coups de cœur. Jean-Luc Benamias, vous, c'est un coup de gueule. On revient sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cette semaine avec un député de la France insoumise, Sébastien Delogu, qui a donc brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle, en pleine séance des questions au gouvernement. Il a été sanctionné par le bureau de l'Assemblée. Il a été sanctionné de 15 jours d'exclusion. Donc, une sanction assez lourde. En tout cas, c'est la sanction la plus lourde. Extrêmement lourde. C'est la sanction la plus lourde possible de la part du bureau de l'Assemblée. Jean-Luc Benamias, oui. Oui. C'est dans le règlement, et M. Delogu le savait. Maintenant, la sanction dépasse l'entendement par rapport à d'autres phénomènes qui ont déjà eu lieu à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas donner trop d'exemples, mais quand on regarde un député qui va agresser verbalement et à peu près physiquement le ministre de la Justice en insultant copieusement devant l'ensemble de l'Assemblée, il n'y a pas d'exclusion. Voilà, je dis que clairement, le règlement doit être respecté, d'accord, mais que l'exclusion de 15 jours plus la moitié de son revenu enlevé pendant plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, tout ça est terriblement grossi par rapport à ce qu'il a fait. Je connais Monsieur Delogu, il est de Marseille. C'est plutôt un gentil garçon. C'est pas un garçon désagréable. Bon. C'est pas un garçon agressif. Ça doit pas être le même. Voilà. On doit pas commettre le même. Il y a un procès bientôt pour violence. On doit pas commettre le même. Alors, pour violence de quoi? Pour violence contre un CPE, monsieur. Non, alors là, vraiment, regardez, attention à ce que vous exprimez par rapport à cela, car ce problème est une complexité absolue. Hein. C'est largement raconté régulièrement dans le journal local qui s'appelle La Provence, le journal local de Provence. Oula, ça bug là, de votre côté. Pourquoi? Vous avez l'air de prendre vachement parti pour Monsieur Delogu, et dès qu'on dit quelque chose qui est dans un journal local, vous faites du complotisme comme quoi la Provence donnerait des mauvaises informations? Mais pas du tout, j'ai dit l'inverse.
Je dis justement que la Provence, par rapport à ce que vous racontez là, par rapport à M. Delogu, par rapport à cette agression, a bien exprimé le fait que c'est extrêmement complexe. Je suis abonné à la Provence, je soutiens tout à fait ce journal local qui est loin d'être le plus mauvais des journaux locaux au niveau de la France. Vous m'avez mal compris. Frédéric Fougera, par rapport à cette sanction-là, trop lourde cette sanction à l'égard de Sébastien Delogu? Moi, je ne suis ni juge ni procureur, donc je ne sais pas si la sanction elle est trop lourde. Ce que je vois, c'est le comportement, l'agissement de ces gens-là. Ces gens-là sont des insoumis, mais c'est quoi être un insoumis? En fait, c'est décider de désobéir, c'est décider de ne pas respecter les règles. Des gens qui sont supposés être des rôles modèles et montrer l'exemple, c'est des parlementaires. Ce ne sont pas des rôles modèles, ils ne montrent pas l'exemple, ils appellent à la désobéissance. Ça veut dire aussi que quelque part, ne pas respecter les règles, ça veut dire ne pas respecter le choix du peuple et des représentants du peuple d'organiser la société, ça veut dire vouloir imposer une société autour de ses propres valeurs et de son propre chef. Donc je suis pas certain qu'il y ait de sanctions trop lourdes pour des parlementaires qui ne respectent pas la loi. Et ce matin, je trouve que sur votre antenne, c'était Robert Ménard qui disait que la France insoumise jouait un rôle cynique. Oui, je trouve qu'ils sont vraiment dans le cynisme. Je suis pas certain qu'il y ait de sanctions trop lourdes pour sanctionner ça. Jérôme Dubus. Robert Ménard qui est un exemple parfait de non. Moi, je ne vais pas faire de procès d'intention et de procès et de fixette sur Monsieur Delogu. Ça aurait pu être un autre personnage de la France insoumise. D'ailleurs, il y a eu des dérapages fréquents et continus depuis cette législature, depuis le début de la législature. Donc, si vous voulez, le cas de Monsieur Delogu, laissons-le de côté. Simplement, l'Assemblée, il y a un règlement. Tous les députés acceptent ce règlement lorsqu'ils deviennent députés. Le bureau s'est réuni. Le bureau... Toutes les composantes politiques de l'Assemblée sont réunies dans ce bureau et représentées, et la décision a été prise à l'unanimité des composantes politiques, moins LFI. Moins LFI, bien évidemment. Non, la gauche a voté contre. Non, la gauche n'a pas voté contre. Une certaine partie de la gauche a voté contre. D'autres personnes de la gauche n'ont pas voté ou se sont abstenues. Donc en réalité, cette décision, elle doit être appliquée. Monsieur Delogu a pris ses responsabilités. Visiblement, il avait préparé son truc puisque son drapeau était dans sa poche et que donc tout ça était organisé. Prémédité. Donc prémédité, organisé, voulu, volontaire. Donc je ne vois pas pourquoi cette sanction serait trop rigoureuse. Je ne vois pas très bien ce qui explique le fait que cette sanction serait trop rigoureuse. Non, elle est juste. Elle est juste. Sébastien Delogu qui a d'ailleurs saisi la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Ça vous fait tiquer, Jonas Haddad? Oui, en fait, non pas par l'agissement de Monsieur Delogu, mais par une forme de naïveté de certains qui s'inquiètent de cette sanction. Monsieur Mélenchon dit face caméra depuis des années que sa stratégie, c'est le chaos. Donc faut pas être étonné. Et faut pas s'offusquer qu'on sanctionne des gens qui... face caméra, vous disent nous voulons prôner le chaos. C'est le cas de Monsieur Boyard, c'est le cas de Madame Keke qui éructe dans l'hémicycle tous les deux, c'est le cas de Madame Panot. Ils ont théorisé cela. Donc il ne faut pas s'étonner qu'à un moment il y ait des gens qui leur mettent des lignes rouges. Quant à l'agissement de Monsieur Delogu, je m'attaque Monsieur Delogu qui a été le chauffeur de Monsieur Mélenchon, qui ne connaissait pas sa circonscription et qui donc a été conduit par Monsieur Delogu. La sanction, non seulement elle est méritée, dans le sens où ce qu'il a fait est intolérable, et deuxièmement, et il faut qu'on rentre dans le fond du sujet également, c'est le résultat très clair de l'importation d'un conflit qui est très dangereux et qui met beaucoup d'huile sur le feu dans notre représentation nationale. Qu'aurait-on dit et quelles sanctions auraient été données si, et je ne pense pas que c'était la place qu'il fallait le faire, un autre drapeau d'un autre pays ait été brandi en plein milieu par un député de l'Assemblée nationale. Alors évidemment, il y a certains petits malins sur les réseaux sociaux qui ont dit oui, mais la dernière fois, il y avait un pins d'amitié avec la France et l'Ukraine. Ouais, d'accord. Enfin, je veux dire, ça n'a strictement rien à voir entre d'un côté des gens qui font de l'agitation. Je rappelle aussi que pour l'ensemble de leur œuvre, la LFI, Monsieur Portes, qui passe son temps à tweeter, a posé avec un ballon dans lequel il mettait le pied sur le visage de Monsieur Dussopt. Donc à un moment, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ces gens-là vous revendiquent. C'est comme un criminel qui passe devant un magistrat qui dit « je vous emmerde ». Je fais ce que je fais. Donc ne soyez pas naïfs, cette sanction elle est méritée. Jean-Luc Benabias, pour conclure, on va passer à un autre sujet ensuite. Non, j'ai dit ce que j'avais à dire et je maintiens. Eh ben vous maintenez. On revient dans un instant. C'est la solidarité marseillaise. On poursuit. Il y a un peu de ça. Si. Bon, en tout cas, on poursuit dans un instant. On revient avec un coup de gueule sur le retour de
de François Hollande, c'est ça ? Le troll en chef. Et ben voilà, on en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci Sud Radio de donner la parole aux sans-voix. Oui. Grâce à vous, on avance. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Et oui, mettez-vous d'accord jusqu'à midi avec nos débatteurs qui sont toujours présents, Jean-Luc Benamia, Jonas Haddad, Jérôme Dubus et Frédéric Fougera pour continuer les débats. On termine les coups de gueule, les coups de cœur. On termine par un coup de gueule, Jonas Haddad, concernant un troll, c'est ça, vous nous disiez. Oui, mon coup de gueule, il va vers le retour de François Hollande. Ce soir, dans l'événement, ce sera le grand invité de l'événement. On voit bien que François Hollande, considérant que Raphaël Glucksmann va faire un score correct aux européennes, se pense comme étant le grand recours de la gauche à venir. Moi, j'ai quand même un souvenir de François Hollande, parce que vous savez, les années effacent les souvenirs, mais j'ai le souvenir de François Hollande avec quand même un gouvernement qui a mis une pression fiscale inégalée sur la tête des Français, plus de 35 milliards d'euros en plus de pression fiscale sur les ménages, une explosion de l'insécurité, puisque je rappelle qu'à l'époque de Madame Taubira, on avait supprimé les peines planchées et on avait passé le fait que toute peine en dessous de 5 ans, tenez-vous bien, en dessous de 5 ans, était une peine alternative et pouvait être fait en bracelet, ce qui d'ailleurs n'a pas été contredit par la suite par Monsieur Macron. Donc en fait, ce retour de François Hollande, c'est le retour du socialisme, mais qui finalement, c'est ça qui est très curieux dans notre pays, n'a pas disparu. Et je vais vous en donner 2 exemples. C'est que récemment, Monsieur Moscovici, qui est donc le patron de la Cour des comptes, qui est en fait un socialiste pur jus, c'était un des apparatchiks du PS, nous donne ses conseils pour résorber le déficit public dont il est à l'origine lui-même lorsqu'il était ministre, et Monsieur Fabius, qui est président du Conseil constitutionnel et qui fait de la politique notamment en expliquant que passer des amendements sur l'immigration concernant la loi immigration est hors constitution. Donc on voit bien qu'en réalité, malgré le fait que les socialistes aient été largement, régulièrement battus, on se souvient du score de Anne Hidalgo à la présidentielle de 1,5%, ils sont encore à la tête d'un certain nombre de postes, et ce soir, c'est le retour du troll en chef, François Hollande, et donc c'est un peu un coup de gueule de ma part, même si on ne peut pas empêcher l'expression de toutes les sensibilités politiques, mais le vieux socialisme a du ressort. Jean-Luc Benamias, vous réagissez C'est leur fait, il y a Madame Hidalgo, Monsieur Hollande, allons-y, éradiquons totalement sur la planète française la social-démocratie ou ce qu'il en reste, et puis le monde ira beaucoup mieux. Je ne crois pas. Sérieusement, bon, moi, j'ai eu pas mal de rencontres avec François Hollande. Il y avait au moins une chose qui était géniale avec François Hollande, c'est qu'il s'est jamais pris pour le roi et qu'on était vraiment resté en République à ce niveau-là, au niveau précis. Voilà, j'apprécierais que l'ensemble des présidents soient à peu près comme lui à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on soit vraiment en République. Jérôme Dubus. Oui, moi je ferais un panachage des ex. Voilà. En France, les gens ne veulent plus des ex. Voilà, ça vaut pour la droite, ça vaut pour la gauche. Regardez les anciens premiers ministres qui alors sont les si anciens premiers populaires. ministres, je parle des présidents de la République. C'est différent les présidents. Nicolas Sarkozy a échoué à revenir, très clairement. Il a été battu à la primaire de ce qui s'appelait à l'époque les Républicains. Je ne sais plus ce qu'il en reste aujourd'hui, mais enfin ça c'est un autre sujet. 10%. Voilà, non même pas. Comme Renaissance dans quelques mois. Et puis moi je parle d'horizon, je parle pas de Renaissance. Bon. Et puis deuxièmement. François Hollande ne reviendra pas. Enfin, moi, je fais le pari aujourd'hui qu'il ne reviendra pas non plus. On est passé dans un système un peu à l'anglaise, où alors en Angleterre, vous avez raison, ce sont les premiers ministres, parce que par définition, il n'y a pas de président de la République, mais où les gens ne reviennent pas. Voilà, ils font autre chose. Ils vont dans le privé, il y a des passerelles dans le privé, ils font des entreprises, ils sont consultants, ils ont des responsabilités dans des banques, mais ils quittent la vie politique. Une fois qu'on a été battu, on quitte la vie politique. Alors en France, on veut toujours s'accrocher. J'ai vu que M. Hollande avait un très beau succès sur la valeur de son scooter, qui vient d'être vendu aux enchères pour 20 000 euros. Très bien. 25 000. 25 000, je sais pas. Bon, je vous dis, c'est le troll en chef. Il faudrait qu'aujourd'hui, ces gens-là comprennent que c'est terminé. Quand on a été battu au suffrage universel, les retours qu'on a connus, c'est fini. Les gens n'en veulent plus. On est passé à une autre époque. Et tant mieux.
Frédéric Fougera, ces retours potentiels, vous y croyez pas? Déjà, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Jérôme, sur le fait que dans beaucoup de pays, les gens qui font de la politique et aux premières fonctions ont souvent eu un métier avant. Et donc, ils retournent dans ces métiers. Chez nous, nous avons des professionnels de la fonction publique, de l'administration. Donc, quelque part, il est compliqué de retourner quelque part. Et donc, ce besoin de se maintenir ou de continuer. Gabriel Attal, Jordan Bardella aussi, qui ont fait, voilà. Ce ne sont pas les seuls, mais bon. Non, c'est à peu près notre histoire politique. C'est notre pays qui est fait comme ça. Ce qui m'amuse dans cet échange, en fait, c'est le côté très embarrassant des anciens présidents, que ce soit Hollande ou Sarkozy d'ailleurs, on en parlera peut-être après. La prestation annoncée ce soir de François Hollande, elle embarrasse les socialistes. Ils voudraient même qu'on prétende qu'ils s'expriment en son nom propre et pas au nom des socialistes pour que ce soit pas décompté sur les camps de campagne. Et il est d'autant plus embarrassant que oui, peut-être et certainement il ne reviendra pas. Reste qu'il n'a jamais été aussi populaire. Il est considéré comme une rockstar et il va dans les universités, il fait des déplacements dans toutes les régions de France. Une rockstar, n'exagérons rien. Mais si on peut exagérer un peu dans tous les sens. Le pas de danse de Monsieur Hollande. Oui, c'est ça. Il y a un côté drôle, en fait. Drôlatique. Et quand vous quittez le pouvoir, vous devenez populaire. Quand Chirac est parti, il était très populaire. Il y en a un qui est pas devenu populaire, c'est Sarkozy. Justement, lui, il échappe pas à la règle. Par rapport à ce que c'est. Une certaine popularité quand même. Il y a une forme de nostalgie à droite quand même. Il y a une forme de popularité, mais auprès de son clan, mais je n'y mettais pas de connotation négative. C'est un personnage politique qui a choisi depuis toujours d'être clivant, et en fait il reste clivant même après son élection, contrairement à Chirac, contrairement à Giscard, contrairement à Hollande. Parce qu'il a essayé de revenir. Je trouve ça très amusant de voir à quel point ces anciens présidents embarrassent. Et on va parler d'un autre ancien président, vous en avez parlé déjà, Nicolas Sarkozy. Longue interview ce matin dans le Figaro, beaucoup de choses à dire. Il soutient pas vraiment la liste LR, on va en parler. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, effectivement. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord, 11h32 sur Sud Radio, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nos débatteurs, toujours présents, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du CESE, Jonas Haddad, avocat, Jérôme Dubus, membre du pôle ID d'Horizon, puis Frédéric Fougera également présent avec nous, président de Tancan Paris. Tancan Paris, voilà, agence de communication, merci, c'est vous me rattrapez, cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur d'anthologie de la com aux éditions Réal Studirama. On poursuit les débats ensemble. On a commencé à parler de Nicolas Sarkozy. Longue interview ce matin dans le Figaro, beaucoup de choses à dire. On va parler de ses prises de position purement politiques, notamment à l'égard de François-Xavier Bellamy pour ce qui est des européennes de la liste LR, qui ne soutient pas vraiment. On va y revenir dans un instant, mais d'abord sur ce lien évident, dit-il, entre immigration et délinquance. C'est ce qu'il dit notamment dans cette interview. Ça vous fait réagir, Jonas Haddad, tout d'abord, oui? Il dit quelque chose qui est partagé d'abord par 70% des Français. Souvent à votre micro, on a Jérôme Fourquet, plutôt Frédéric Dabi dans l'IFOP qui dit même que même chez les sympathisants socialistes ou même chez les sympathisants de gauche, globalement, cette idée est assez partagée et il reste une petite partie, une sorte de prurite d'extrême gauche qui considère qu'encore qu'il n'y a pas de lien, sachant quand même que ces liens sont affirmés et sourcés par des chiffres du ministère de l'Intérieur, et donc c'est pas les chiffres de Monsieur Darmanin, c'est pas les chiffres de Sarkozy, c'est pas les chiffres c'est les chiffres du ministère. Le nier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, certains ne veulent pas agir pour changer la politique migratoire. On le comprend parce que c'est dans leur idéologie. Mais faire le lien entre immigration et délinquance, c'est simplement regarder des chiffres cliniquement, comme ça se fait dans tous les autres pays du monde. Voilà. Et donc, après, faut pas s'étonner que le RN monte, parce que quand on explique aux gens, mais ce que vous voyez, ce qui est bleu n'est pas bleu, eh bien, vous dites, mais attendez, mais si, c'est vraiment bleu. Et donc en fait après ils essayent de voter pour des gens qui n'apportent pas des bonnes réponses d'ailleurs. Vous dites la gauche, Valérie Hayé ne fait pas le lien, refuse de faire ce lien-là. Je vais vous faire remarquer que Valérie Hayé a dit d'ailleurs qu'elle votait 90% des mêmes textes que Raphaël Glucksmann, ce qui donne bien son orientation politique. Jean-Luc Benamias, sur ce lien évident.
selon Sarkozy, Non, entre le lien n'est immigration pas et évident. délinquance. On peut pas. Ce qui est évident, c'est qu'il y a un certain nombre de gens issus de l'immigration qui sont délinquants, c'est une évidence. Mais quand on regarde le nombre des délinquants en France, on s'aperçoit que 90% ne sont pas issus de l'immigration, si ce n'est 95%. Non, c'est Donc pas ce les qu'il chiffres dit. sont là. Non, ce qui est pas ce qu'il dit. La question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a une surreprésentation dans la population délinquante d'immigrés? Non. Je vais vous donner 2 chiffres. Vous pouvez dire non, mais vous m'expliquerez que ces chiffres sont faux. 77% des agressions sexuelles qui ont été commises dans le métro et dans les transports franciliens sont commises par des étrangers, et 33% des personnes qui sont dans nos prisons sont de nationalité étrangère. Vous pouvez continuer à dire non, mais dans ce cas-là, vous faites de la fake news. Vous êtes un complotiste. Écoutez, je vais essayer de mettre d'accord les complotistes ou le complotiste. Vous êtes un immigro-sceptique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus personne, à part quelques exceptions, conteste maintenant ce lien. Bon, moi, je me souviens très bien. J'étais encore conseiller de Paris. Je présidais le groupe Macron au Conseil de Paris, et Monsieur Lallemand venait d'arriver comme préfet de police de Paris. Bon, il nous a reçus. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est, voilà, il n'y a pas de statistiques ethniques en France, hein, c'est interdit, on le sait bien. Mais moi, j'ai les chiffres. Et je vais vous donner, à titre confidentiel, les chiffres. Maintenant, c'est rentré dans le domaine public, donc on peut en parler. Voilà les chiffres de la délinquance à Paris. 50% des actes de délinquance, quels qu'ils soient, c'était il y a 3 ans, 4 ans. 50% des chiffres de la délinquance à Paris sont commis par des ressortissants étrangers ou immigrés. Voilà. Ce sont des chiffres officiels. Hein. Moi, je ne caricature rien, je donne textuellement ce qu'il m'a dit à l'époque. Voilà. Donc, moi, je veux bien qu'on critique, je veux bien qu'on conteste, je veux bien qu'on... Alors après, il y a des raisons à ça. Bon. Mais le plus important, maintenant... Ça s'appelle la pauvreté. C'est pas de le reconnaître, c'est d'essayer de lutter contre ça. Or, je constate que, malheureusement, gouvernement après gouvernement, et ça date 30, 40 ans, tous les gouvernements ont fermé la boîte sur ce sujet-là. Voilà. Et donc on arrive maintenant à un Rassemblement national qui est à près de 35%. Qu'est-ce que vous voulez? Moi je veux bien qu'on se masque, qu'on dise non, c'est pas vrai, etc. Au moins essayons de le reconnaître, mais surtout proposons des solutions. C'est ça le plus important aujourd'hui. Allons-y, oui. Frédéric Fougera. Pour faire le lien entre Jérôme et Jean-Luc, je suis d'accord avec les deux quelque part. Mon sentiment, la question, peu importe les faits, les faits sont probablement vrais, les chiffres qui sont donnés il n'y a même pas de raison a priori de les contester, parce que oui, en fait, la délinquance, elle est souvent très directement liée à la situation sociale des gens. Et les immigrés ne sont pas les gens les plus favorisés, sinon ils resteraient dans leur pays. Donc ça, c'est assez logique. Mais comme le disait Jérôme, la vraie question, c'est la raison. C'est pourquoi. Et ce qui m'embarrasse dans ce sujet, et ce qui mène parfois à défendre des situations qui ne sont pas forcément défendables, en fait, c'est l'amalgame qui est fait entre le sujet tel qu'il est énoncé et la réalité. Parce que c'est pas l'immigration le problème. C'est pas les immigrés suisses, canadiens ou brésiliens. Non, on cible des communautés bien particulières. Et c'est cet amalgame que je trouve assez dégueulasse. Mais sinon, oui, c'est l'immigration, difficulté sociale et crée délinquance. Ouais, ça n'a rien d'aberrant. Jean-Luc Benavias, c'est ce que vous disiez, oui. Pauvreté. Alors, pauvreté, exclusion. Alors, et de gens en situation. Ça dépend de quels actes on parle. Hein. Moi, je veux bien qu'il y ait des chiffres par rapport à cela. Est-ce que voler une tranche de jambon dans un magasin est un acte qui correspond à agresser quelqu'un dans la rue? Pas vraiment. Non. Et pourtant, dans les statistiques, tous les pauvres. Attends, Jean-Luc, tous les pauvres ne volent pas des tranches de jambon dans les magasins, heureusement. Ah, bien sûr que non, et heureusement. Alors, oui, heureusement, oui. Alors moi, je conteste formellement ce lien qui est réalisé, qui consiste à dire pauvreté égale immigration égale délinquance. Pourquoi je le conteste? Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez les endroits dans lesquels il y a la plus forte... Jonas, c'est pas égal, c'est conduit à... Oui, mais je le conteste. C'est pas égal. Je comprends. Mais je le conteste parce que lorsque je regarde la plus forte concentration des populations immigrées, elles sont dans les zones urbanisées et dans lesquelles elles bénéficient de 2 choses. D'abord, elles bénéficient pour la plupart du temps, et là je donne encore des chiffres, de 50% des logements sociaux dans notre pays. 50% des logements sociaux sont attribués à des gens qui sont
étrangers. Ça veut donc dire qu'ils ont même un avantage rapport... Je termine ma phrase. Vous voyez, les attributions de logement social, je sais très bien que c'est pas vrai. On n'attribue pas 50% de logement social à des étrangers. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, excuse-moi. Avec tout le respect que j'ai pour toi, c'est pas vrai. La différence majeure, c'est qu'ils obtiennent des avantages. Je prends un autre exemple. Si vous voulez, je vous donne un autre exemple, qui est l'AME, puisqu'on est remboursé à 100% lorsqu'on est étranger des soins médicaux, ce qui n'est pas le cas d'un Français. Et donc, ce qui est très différent, c'est que eux, en plus, ils ont des services publics, ce qui n'est pas le cas dans les zones rurales. Et les départements les plus pauvres de notre pays, qui sont notamment les départements extrêmement ruraux, ont une très faible concentration d'immigration. Donc, le lien est strictement faux entre immigration, pauvreté et délinquance, puisque dans les zones qui sont les plus pauvres de notre pays, c'est là où il y a parfois le moins de délinquance. Donc, encore une fois, c'est comme dans les départements pauvres, on a aussi les départements d'outre-mer enfin, il n'y a pas que les départements ruraux en soi. Absolument, vous avez raison. Et donc les départements d'outre-mer aussi ont moins de délinquance parfois que d'autres. Et ce que je veux dire, ça dépend. Si on prend Mayotte, c'est le contre-exemple. Mayotte, c'est la plus forte proportion d'étrangers en France. Excellent exemple. Bravo Jérôme Dubus. C'est là où il y a le plus d'immigration en France. C'est pour ça que je dis que Mayotte, c'est effectivement un problème. Donc il ne faut pas. Donc vous liez ça avec l'immigration. De manière extrêmement objective la situation, ne dites pas que 50% des logements sociaux sont attribués à des étrangers, c'est pas vrai. Et quand je dis qu'il y a plus de services publics, quand vous détruisez votre propre avec des caricatures pareilles, vous détruisez votre propre raisonnement. Quand je dis, je suis désolé de vous le dire, moi. Est-ce que c'est faux? Soyons objectifs. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux quand je dis qu'il y a plus de services publics et qu'on a mis des milliards dans l'agence de rénovation urbaine dans les zones où il y a le plus d'immigrés? Mais parfois avec des succès, l'agence de rénovation urbaine, parfois ça marche. Vous trouvez que les émeutes qu'il y a eu, ça a été des grands succès? Désolé, moi je prends. Laissez parler juste Jérôme Dubus. J'ai 5 ou 6 exemples à vous donner de villes qui ont réussi leur rénovation urbaine. Je pense à Meaux par exemple, où Jean-François Copé est maire depuis 1995. Je suis désolé, ça marche. On n'a pas parlé de Meaux pendant les émeutes. Donc la rénovation urbaine, ça peut marcher. Simplement, il faut que ce soit accompagné par une mixité sociale. Et c'est là où ça marche pas, parce que on remet les mêmes populations que personne ne veut ailleurs, notamment dans les centres-villes. On remet les mêmes populations entre elles. Et donc personne ne veut y aller dans ces quartiers-là. C'est ça qui se passe. Quand vous présidez, comme je l'ai fait, moi, pendant des années, une commission d'attribution des logements sociaux, eh ben, vous voyez bien ce qui se passe. Quand vous attribuez un logement social dans une zone, même dans le 17e arrondissement, à la limite du 18e, vous avez 3 refus. Mais quand vous accepte le logement social, quand vous êtes souvent des personnes françaises d'origine étrangère. On a compris. Voilà ce qui se passe. On a compris vos points de vue. Effectivement, il y a un désaccord, mais on a entendu vos arguments. Très clairement. Personne n'a rien fait. Rapidement, s'il vous plaît, un tour de table par rapport à ce que dit aussi Nicolas Sarkozy. Autre chose dans cette interview au Figaro. Clairement, il n'y a pas de soutien vis-à-vis de la liste LR pour les européennes, vis-à-vis de François-Xavier Bellamy. Ça vous étonne pas? Rapide tour de table. Frédéric Fougerat, on commence avec vous. Moi, je dirais que c'est la façon la plus élégante d'être hypocrite. Je pense qu'un responsable politique de ce niveau devrait dire pour qui il vote, ou alors il prend pas la parole dans un grand média si c'est pour dire que je ne vais pas m'exprimer. Voilà, c'est pas la première fois. Hein. J'ai pas le souvenir qu'il a apporté un grand soutien à Valérie Pécresse, la candidate à la présidentielle de sa formation politique. Après, il explique qu'il a de la considération pour Bellamy, mais qu'il a des amis sur la liste, mais qu'il a des divergences avec certains dirigeants. On vote pas pour ses amis, on vote pour une vision politique. Là, il dit pas tellement la vision politique qu'il a. Je comprends pas l'intérêt de cette interview. Et en tout cas, voilà, façon la plus élégante d'être hypocrite. Jean-Luc Benabias, vous partagez ou partagez pas? Je m'excuse, mais je vais parler d'un autre passage de l'interview. Excusez-moi. C'est le passage sur l'analyse de M. Sarkozy par rapport à M. Poutine et par rapport à l'Ukraine. Le soutien continuel, enfin le soutien, je mets les guillemets quand même, mais cette espèce d'attirance par rapport à M. Poutine est sidérante. Deuxième chose, le fait qu'il déclare tranquillement que non, l'Ukraine, dans les temps qui viennent, dans des dizaines d'années ou quelques années, ne peut pas adhérer à l'Union européenne. Voilà des déclarations qui me paraissent extravagantes de la part d'un ancien président de la République par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau mondial et au niveau européen entre l'Ukraine et la Russie.
Jérôme Dubus. Pour en revenir à l'Ukraine très rapidement, mais après je reviendrai sur l'avenir de la droite qui n'intéresse pas Jean-Luc, mais ça je le comprends. Pas vraiment. Non, ça je comprends très bien. C'est comme si tu me demandais mon avis sur l'avenir de la gauche, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais bon, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Sur l'Ukraine, effectivement, aujourd'hui, on ne pourrait pas admettre, pour tout un tas de raisons, l'Ukraine dans l'Union européenne, ne serait-ce que par ces multiplications d'affaires de corruption. Vous avez vu un peu le nombre d'affaires de corruption qui éclatent en Ukraine actuellement. Ça n'a aucun soutien de ma part à Poutine, hein. Aucun soutien. Mais enfin, je constate que tous les jours, on a, parmi les dirigeants ukrainiens, une affaire de corruption qui éclate, des gens qui s'en vont, des ministres qui sont démissionnés, des conseillers qu'on retire. Enfin, on ne peut pas avoir aujourd'hui, en l'état actuel, une Ukraine qui pourrait adhérer à l'Union européenne. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai parlé de plusieurs années, mais dire que jamais, dans le cadre de l'Union européenne, qui va s'élargir dans les années qui viennent à l'ensemble de l'ex-Yougoslavie, par exemple. Quant à l'histoire de Bellamy, pour en revenir au sujet initial de la question initiale, moi je trouve que c'est pas tellement l'intérêt de la réponse de Sarkozy. Ce qui est intéressant dans l'interview de Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il dit sur l'avenir de la droite. Bon. Et il fait un constat qui est un constat objectif en disant aujourd'hui LR, qui était sa famille politique, pendant toutes ces années, UMP, etc., le RPR, bref, peu importe, aujourd'hui LR ne représente plus la totalité de la droite. Et effectivement, quand on fait 4,5% à la présidentielle, ça prouve que les électeurs de droite sont partis ailleurs. Et les dirigeants actuels de LR n'arrivent pas à comprendre qu'ils ne sont plus la droite, que la droite est partie ailleurs. Elle est partie au Rassemblement National, elle est partie chez Reconquête, elle est partie, j'en suis un exemple, Emmanuel Macron aussi, chez Horizon, chez Renaissance. Bref, la droite est éclatée et il dit, aujourd'hui, si on veut que la droite revienne au pouvoir, elle ne reviendra pas avec LR seulement. Bon. Voilà, c'est un constat rapidement objectif. Oui, parce que je vais passer à autre chose. Jonas Haddad. Voilà. Oui. Alors, moi, ce que je comprends pas, effectivement, c'est comme Frédéric, c'est pourquoi Nicolas Sarkozy n'assume pas maintenant publiquement de soutenir Emmanuel Macron. Et il dit pas, j'appelle à voter pour Macron. Ça fait quand même quasiment 2 quinquennats maintenant qu'à chaque élection importante, il dit qu'il ne votera pas pour sa famille politique. Je rappelle qu'il a soutenu le président Macron, il a fait une grande interview, il a fait des couvertures de Paris Match avec lui, il a soutenu tous les candidats aux législatives de Macron contre les candidats de sa famille politique dont il parle. Bon, il faut qu'il assume un moment. Et moi, je ne trouverais pas ça malsain qu'il assume ça. Quant à l'éclatement de la droite, Jérôme Dubu a raison, la droite est aujourd'hui éclatée, mais qui est responsable de cet éclatement ? C'est le couple Macron-Sarkozy, qui a méthodiquement organisé cet éclatement. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je suis par-delà bien et mal. En piquant une partie de la droite, Emmanuel Macron a récupéré une partie de l'électorat. Nicolas Sarkozy a continué cela en appelant régulièrement avec des alliances avec le gouvernement actuel. Quant à Monsieur Zemmour et à Bardella, on voit bien que chez Zemmour aujourd'hui, c'est pas là où est la dynamique. Et il y a une partie effectivement qui est partie chez Bardella. Cela étant dit, vous voyez, il y a un match actuellement pour la 3e et la 4e place. On voit bien que Monsieur Bellamy est pas si mal placé. Et si on reprenait uniquement les scores de la présidentielle comme ça a été fait, je pense que, vous voyez, quand Anne Hidalgo fait 1,5% et que Glucksmann fait 14%, chaque élection est différente. Et le coup de pouce de Nicolas Sarkozy aurait été bienvenu. Mais bon, il le fera pas. Je pense qu'il votera Macron. Un mot rapide sur l'euro-rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, 33,5% actuellement pour les européennes, pour la liste Jordan Bardella RN, 16% pour Valérie Ayé, Renaissance, 14% pour le Parti Socialiste Place Publique avec Raphaël Glucksmann. On revient dans un instant, on va parler de cette préconisation de la Cour des comptes concernant l'indemnisation des arrêts de travail. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord, dernière ligne droite, Jean-Luc Benamia, Jonas Haddad, Jérôme Dubus et Frédéric Fougera. J'aimerais qu'on parle rapidement, parce que c'est un sujet tout de même important, la Cour des comptes, qui préconise de restreindre l'indemnisation des arrêts de travail. En gros, c'est de mettre en place, c'est ce qu'ils proposent, 7 jours de carence. Ça veut dire que l'indemnisation des arrêts de travail ne commencerait qu'au bout du 8e jour, rien avant. Ce n'est pas le gouvernement là-dessus qui propose cela, c'est bien la Cour des comptes. Jean-Luc Benamias, une réaction là-dessus. Ouais. Il s'agit encore, c'est terrible,
de s'attaquer aux populations les plus défavorisées. Quand on regarde les études qui ont été faites par rapport à cela, parce que c'est déjà des choses qui ont été étudiées par différents services, c'est ceux qui sont dans les catégories sociales, qui touchent le moins d'argent, qui sont le plus en difficulté. Je dis pas que il faut pas faire attention. D'ailleurs, la sécurité sociale fait extrêmement attention et l'ensemble des services font extrêmement attention, selon les secteurs d'ailleurs. Mais vraiment, encore une fois, on s'attaque directement aux plus défavorisés. Poursuit Jérôme Dubus. Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Luc. Parce qu'en réalité... Et presque. Non, parce que je vais t'expliquer ce qui se passe actuellement, ce qu'on vit dans les entreprises actuellement. Bon, avec des arrêts de travail. Aujourd'hui, il y a 3 jours de carence. Bon. Oui. C'est nouveau. Avant, il y avait 0 jour de carence. Selon les boîtes, voilà. Selon les systèmes. Aujourd'hui, il y a 3 jours de carence et l'indemnisation est plafonnée à 1,8 le SMIC. C'est-à-dire que quand vous êtes au-delà d'1,8 le SMIC, ça ne change rien à votre remboursement, qui est à 50% de votre salaire. Bon, donc déjà, on a des conditions assez draconiennes de remboursement. Et en réalité, que se passe-t-il sur la compensation? Parce qu'il y a une compensation, c'est l'entreprise qui paye le salaire. Voilà, qui paye l'intégralité du salaire. Donc aujourd'hui, ça n'attaque pas les plus précaires, ni les plus en difficulté, ni les plus malades, parce que l'entreprise, dans 95% des cas, compense. Et ça n'est pas normal. Et si vous passez à une compensation à 8 jours, là, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont dire on peut plus. Notamment les PME vont dire moi je peux compenser 3 jours, je peux compenser 50%, mais je peux plus compenser 8 jours. Donc en réalité, c'est une manière de se défausser de manière hypocrite sur les entreprises. Alors qu'on entend matin, midi et soir tous les responsables politiques nous dire qu'il faut baisser les charges sur les entreprises. Je trouve ça parfaitement hypocrite. Pour que tout le monde ait la parole. La question, c'est est-ce que ça va être utile? Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que finalement les médecins vont pas être tentés de rajouter des jours d'arrêt de travail, quoi, Frédéric Fougera? C'est exactement le risque encouru. C'est on va passer à plus de 8 jours. Donc finalement, les entreprises seront pénalisées doublement. Comme le disait Jérôme, ça va être une charge supplémentaire qui va leur être ajoutée et de l'absence supplémentaire, voire de la nécessité de prendre des intérimaires. Donc voilà, ce qui est dommage, c'est de faire des économies. Oui, c'est absolument nécessaire. Notre vie politique et publique devrait beaucoup plus souvent penser économie, mais on pense souvent comptabilité au lieu de penser gestion. Peut-être plutôt revoir la bonne gestion des choses plutôt que de chercher à faire des économies. Là, on parle de 470 millions d'euros de dépenses en moins potentiellement. Jonas Haddad, pour conclure. Les bureaux des ministres sont pleins de rapports de la Cour des comptes qui sont ignorés. Je pense que ça en sera encore un. Et effectivement, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'économies structurelles à faire que d'essayer encore de gratter sur ce sujet-là. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est de gauche qui vous le dit, mais je pense que là, c'est pas là où on peut trouver les économies nécessaires, et notamment pas pour faire en sorte qu'on continue à valoriser l'entrepreneuriat. Jonas Haddad, merci à vous. Jean-Luc Benamias également, merci. Jérôme Dubus, merci beaucoup. Frédéric Fougera, passez une très belle journée à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, c'est André Berkoff que vous allez retrouver, bien entendu, vous le savez. Et puis une grosse pensée aussi pour Valérie Expert que j'ai dû remplacer au pied levé. On espère que tout ira bien de son côté. On espère la retrouver très très vite sur Sud Radio. C'est ça. Très belle journée à tous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons